Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun célèbre ce lundi 20 mai la 47e édition de la Fête de l'Unité, une célébration avec un thème lourd de signification qui renvoie à la crise politico-sécuritaire qui prévaut actuellement dans le pays. Au Bénin, la famille de Boni Yayi s'insurge contre le sort réservé à l'ancien président. Son domicile reste sous la garde permanente des forces de l'ordre. Plusieurs visiteurs auraient été refoulés ces derniers jours. Cependant, les autorités demandent vouloir entraver sa liberté. Et puis le système éducatif ivoirien dans la tourmente. Le bras de fer entre le ministère de l'Éducation et le syndicat des enseignants, COSEFSI, persiste. La dernière tentative de médiation entre les deux entités n'aurait pas abouti à un consensus. Le COSEFSI maintient l'ordre de grève jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun célèbre ce lundi 20 mai la 47e édition de la Fête de l'Unité nationale sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa démarche résolue vers l'émergence. Comme à l'accoutumée, le défilé militaire se déroulera sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé, présidé par le chef de l'État Paul Biya, festivité que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 à partir de 8h30 GMT. Le Cameroun, dont l'unité nationale est fragilisée depuis quelques années par divers crises, notamment la crise anglophone, surnommée l'Afrique en miniature. Ce pays cosmopolite est pourtant un pôle de rencontre entre différentes cultures. Gouvernement, jeunesse et société civile multiplient les actions dans l'objectif d'inverser cette tendance et installer une paix durable. Nelly Ebessa et Siamlo Victor Asseji. Longtemps considéré comme un havre de paix sur le continent, le Cameroun est un pays possédant une forte unité, laquelle provient de l'existence d'une civilisation commune fondée sur des valeurs partagées. Aujourd'hui, même si cette unité tend à être fragilisée par des velléités sécessionnistes d'une part et la montée en puissance des relents tribaux d'autre part, certains Camerounais nourrissent le plaisir de pratiquer le vivre ensemble. Les communautés s'insèrent bien parce qu'il y a tout pour tout le monde. Il y a des activités économiques, il y a des activités culturelles, il y a tout ce que vous pouvez faire pour vous insérer sur le plan économique et social est disponible dans le département. J'aime souvent dire que dans chaque société, il y a des résiduels, ceux qui ne peuvent rien, quel que soit le cas, quel que soit ce que vous mettez à leur disposition, ils aimeraient toujours rester en arrière et fonctionner à contre-courant. Le Cameroun est un pays cosmopolite aux mœurs nationales variées. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le flux des populations entre ces différents points se justifie par l'hospitalité que les autochtones offrent aux allogènes dans la plupart des cas. Les diversités linguistiques, culturelles et économiques sont autant de richesses à préserver au sein de l'idéal commun qu'est l'unité nationale. Dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi, nous avons une localité qu'on appelle Boumiébel, où il y a une mosaïque de peuples étrangers au Cameroun et venus de toutes parts, parce que c'est l'activité commerciale qui a attiré les gens chez nous. Mais c'est même un bel exemple du vivre ensemble au Cameroun. Depuis quelques années, l'unité nationale du Cameroun est fragilisée du fait des nombreuses tensions sociopolitiques. Plusieurs mesures étatiques ont été prises pour résoudre ces crises. Mais selon les experts, seuls le pardon et la réconciliation peuvent conduire à la reconsidération de cette unité nationale. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, Lambert Mende, porte-parole du régime de l'ex-président Joseph Kabila, député élu et candidat au poste de gouverneur du Sankourou, a été brièvement interpellé chez lui ce dimanche 19 mai par les forces de l'ordre. Il a depuis été relâché. Son arrestation aurait un rapport avec la découverte d'un diamant de 87 carats et impliquant le ministre intérimaire de l'Intérieur, Basile Olongo, qui aurait réclamé que le diamant lui soit remis. Pour l'ancien porte-parole, il s'agit là d'un règlement de compte avec Basile Olongo puisque leurs partis sont rivaux dans le Sankourou. Il promet des poursuites judiciaires. Après une supposée tentative d'arrestation à son domicile démentie par le gouvernement le 1er mai, le dispositif policier autour du domicile de l'ancien président béninois Boni Yayi n'a toujours pas été levé par les autorités. Ce samedi 18 mai, Marcel de Souza s'est vu refuser l'entrée à son domicile sans aucun motif. Pour l'ancien président de la commission de la CEDEAO, également beau-frère de l'ex-président, tout porte à croire qu'il sera assigné à résidence. Le gouvernement de son côté maintient que ces mesures sont prises dans l'objectif d'assurer la protection de ce dernier. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Fanny Monéché. L'ancien président béninois Boni Yayi est-il en résidence surveillée?
Son domicile reste sous la garde constante des forces de l'ordre. Selon Amnesty International, des fouilles systématiques et des interrogatoires de simples passants sont également opérés dans le quartier Kadjioun où réside l'ex-président. Marcel de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO et beau-frère de Boni Yayi, a même été refoulé à l'entrée de son domicile. Je peux vous le confirmer, M. Boni Yayi, l'ancien chef de l'État béninois, est à tout le moins interdit de circuler librement. À tout le moins, il lui est interdit de recevoir des visites de proches parents, d'amis et de sa famille. Cette semaine, c'est l'ancien président français François Hollande qui, dans un communiqué, s'inquiétait du sort réservé à Boni Yayi. Dans ce communiqué publié samedi, il se disait préoccupé des graves atteintes portées aux droits de l'opposition et de la démocratie et invitait la communauté internationale à s'intéresser à la crise politique au Bénin et à son impact sur la sécurité dans la région. Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a expliqué que la présence de la police et des militaires aux alentours de la résidence de Boni Yayi avait été décidée en raison des émeutes. Si le ministre de la Justice estime que M. Boni Yayi n'est pas proprement parlé en résidence surveillée, on peut considérer qu'il y a forcément une restriction de sa liberté. Il y a une restriction de sa liberté et en conséquence, c'est un abus de droit, c'est un abus, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la sécurité, c'est à la limite une torture morale, je l'ai dit plusieurs fois. Et même, ce ne serait pas trop grave, ce ne serait pas trop hasardeux de parler d'une séquestration. Encore que les rares personnes, le kiné, le médecin et moi-même, qui avons quelquefois accès à M. Boni Yayi, nos identités sont systématiquement relevées et compte rendu est fait à je ne sais qui. Il faut noter que l'opposition politique a été exclue des législatives du 28 avril, un scrutin marqué par un taux d'abstention record. S'en est suivi une série de manifestations dans le pays qui se sont soldées par au moins 4 morts. L'ONG Amnesty International avait dénoncé une répression post-électorale aux proportions inquiétantes dans un pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire a lancé depuis le 14 mai un mouvement de grève qui perturbe les enseignements dans les établissements publics. La médiation tentée par la ministre de l'Éducation nationale qui a reçu les syndicats le 17 mai à son cabinet afin d'obtenir la levée formelle du mot d'ordre de grève a été sans succès. Les responsables de la COSEFSI ont convoqué une assemblée générale le 22 mai pour décider de la suite du mouvement. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connor. Bras de fer entre le gouvernement ivoirien et les enseignants du secteur public. La COSEFSI, coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, a lancé une grève depuis le 14 mai pour faire aboutir ses revendications. Les enseignants réclament la revalorisation des indemnités de logement et la suppression des cours du mercredi. La ministre de l'Éducation nationale leur demande de reprendre les cours en attendant les arbitrages du Premier ministre. Nous sommes parlé, nous sommes accordés sur un bon nombre de points. En ce qui concerne les revendications à caractère administratif, nous avons pu nous accorder sur des points qui sont effectivement réalisables, des points qui peuvent être satisfaits, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique. La COSEFSI, de son côté, maintient son mouvement de grève jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Les responsables ont convoqué une assemblée générale le 22 mai pour décider de la suite du mouvement. C'est quelque chose de très positif que nous, COSEFSI, avons salué. Cependant, quant à nos revendications, nous n'avons pas noté de volonté réelle du gouvernement d'aller à la résolution de nos problèmes. Nous n'avons pas suspendu le mot d'ordre de grève, donc le mot court toujours. A noter que la date des examens de fin d'année a été réaménagée pour tenir compte des perturbations dues aux grèves. Dans l'enseignement privé, qui représente une très grande part du système éducatif, les cours se déroulent normalement. Rencontre à présent avec la jeune auteure burkinabé Wendiam Assetou Maïga. Son premier roman, L'exil de l'amour, raconte l'histoire d'une amitié au départ désintéressée entre Patrice et Nadège, 2 enfants que tout tendait à séparer, mais que l'amour a fini par unir. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo.
Écrivaine burkinabé de 34 ans, Wendia Massetou Maïga est une auteure tout inspirée. Son premier roman, L'exil de l'amour, est une œuvre de fiction dans laquelle le thème de l'amour occupe une place essentielle. Un voyage littéraire qui construit sa trame autour de deux personnages naturellement prédestinés et qui ne sont autres que Patrice et Nadège. Ces deux jeunes qui se sont connus par le fruit du hasard, qui vont s'aimer, mais qui étaient diamétralement opposés sur le plan social. Donc leur amour, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Leur parcours sera marqué par de nombreuses péripéties. Et finalement, le couple va décider de s'exiler pour pouvoir vivre leur amour. L'œuvre de 60 pages traite également des sujets au cœur de l'actualité, comme par exemple l'école et ses contraintes, l'instabilité des couples ou encore la maltraitance des enfants. Le lecteur, nous dit le postfacier, y découvre un monde où s'entremêlent dans la complexité, la tradition et la modernité. Et quand je regardais les œuvres à la bibliothèque, j'avais une grande envie aussi d'écrire. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu la chance de faire 2 années en lettres modernes avant d'aller en communication. Tout ça, ça me donnait l'envie d'écrire. L'œuvre, faut-il le rappeler, est parue en janvier 2019 aux éditions Les Écoles de la Vie et est entièrement disponible au format audio. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.